sans problème. Tout à fait, en effet. Pour scolariser un enfant handicapé moteur ou autre, il faut en effet une préparation de l'accueil de l'élève dans l'établissement. Cette préparation de l'accueil de l'élève se fait en amont avec la famille, mais également avec une personne qui s'appelle l'enseignante référente de scolarité, qui est une enseignante qui suit les enfants handicapés dans le système scolaire, de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc il y a toute cette préparation, puisque nous avons dans ce cas-là des plans personnalisés de scolarité, puisque les enfants qui sont handicapés moteurs sont reconnus par la maison du handicap en tant que telle. Donc il y a donc toute une préparation en effet avant l'accueil d'un enfant handicapé dans un établissement scolaire. D'accord. Est-ce que vous avez des plans futurs pour améliorer la situation des handicapés moteurs au sein du lycée? Alors, il y a deux choses si vous voulez. Il y a l'existant et la problématique de l'handicapé moteur, c'est l'accessibilité des bâtiments. C'est ça la véritable problématique essentielle par rapport à d'autres choses. Après, il y en a d'autres, mais c'est l'accessibilité. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est que la France était très très en retard, mais pas uniquement dans le système éducatif, socialement, par rapport à l'accessibilité des handicapés, par rapport donc à, par exemple, à la mobilité, le fait de prendre un bus, le fait de prendre un métro, le fait de ensuite d'aller dans un service public, le fait d'aller à l'école. Bon, il y a tout, c'est la même chose, si vous voulez. Et donc, il y a des lois qui ont été passées, d'une part, à partir de 2005, où on a fait des lois pour favoriser l'accueil des élèves handicapés dans l'établissement scolaire. Et puis après, vous avez des plans d'accessibilité qui ont été imposés aux différentes administrations et collectivités territoriales. Et en particulier un plan d'accessibilité très important pour pouvoir accueillir les élèves dans un établissement scolaire, élèves handicapés moteurs. Alors, il y a le cas, par exemple, prenons l'accessibilité des transports. Quand vous prenez le métro, un handicapé moteur peut maintenant avoir des ascenseurs à disposition. La conséquence, je vous fais la même image par rapport à l'établissement scolaire, c'est qu'il y a des ascenseurs dans l'établissement et même des ascenseurs par bâtiment. Parce qu'en effet, dans un établissement, vous n'avez pas forcément toutes les salles de cours, tout ce qui était, si vous voulez, permettait l'accessibilité des élèves donc, dans les bâtiments. Donc il y a tout un plan accessibilité par ascenseur. Ensuite, vous avez un autre, dans ce plan accessibilité, vous avez également toutes les rampes d'accès pour un fauteuil roulant. Et puis après, vous avez aussi toute la réflexion par rapport aux consignes incendie, aux consignes sécurité. Et dans le cas de notre établissement, à chaque fois que nous avons la commission de sécurité qui vient, suivant les cas, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il y a quelqu'un qui est chargé justement de contrôler l'accessibilité handicapé moteur. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire très attention aux ascenseurs. Quand on dit que toutes les dégradations qu'il peut y avoir dans un établissement, ça pose un véritable problème. Et deuxièmement, quand vous regardez le bâtiment E, vous avez cet escalier où en fin de compte, un handicapé moteur peut être mis sur le palier. Et à ce moment-là, vous avez l'accessibilité pompier qui permet d'aller chercher l'élève handicapé ou le professeur handicapé, parce que moi j'ai eu des enseignants handicapés, hein. Il n'y a pas que les enfants, hein. On peut avoir des enseignants qui soient handicapés moteurs dans un établissement. Et dans le cas du bâtiment A, vous avez la rotonde, c'est la même chose. Donc si les pompiers doivent arriver, il y a la possibilité de récupérer, on met l'handicapé dans cette rotonde pour permettre aux pompiers de le récupérer. Parce que en cas d'incendie, il est interdit d'utiliser les ascenseurs. Oui, il faut utiliser l'escalier. Donc il faut utiliser. Donc, on ne peut pas descendre le fauteuil, même si on peut essayer de faire quelque chose à plusieurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Juste, je vais placer une question. Par rapport aux ascenseurs et tout, l'élève peut avoir le même emploi du temps que ses camarades ou... Si l'accessibilité est possible, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas le même emploi du temps. Il n'y a aucune raison. Il faut simplement qu'il y ait la possibilité de déplacement dans l'établissement, dans les différentes salles, ainsi de suite. Connaissez-vous des associations basées sur l'intégration des handicapés moteurs dans le système scolaire? Oui, il y a la DAPI. La DAPI, il y en a d'autres, il y a plein d'associations si vous voulez. Mais la DAPI a fait un très très gros travail donc, sur l'intégration des handicapés moteurs. D'accord. Alors, pour... Alors,
Il y a une question qui se pose également, si vous voulez, par rapport à quelqu'un qui est handicapé moteur, c'est la problématique des toilettes également, hein, bien sûr. Donc il y a la possibilité d'avoir des toilettes permettant de faire passer un fauteuil, puisque donc il y a cette problématique-là. C'est pour ça également que dans toutes les restructurations, les reconstructions, on met maintenant partout des toilettes handicapées, permettant justement au fauteuil de se déplacer. Hein, donc ça c'est très important. Et puis après il y a toute l'accessibilité. Alors néanmoins, celui d'un établissement scolaire, les handicapés moteurs n'ont pas forcément des auxiliaires de vie scolaire. Oui, on en a parlé avec une... Voilà, ils n'en ont pas forcément. Donc c'est vrai qu'il y a une solidarité dans la classe qui doit se créer pour justement les aider à porter les sacs, ou alors au self, à les aider à porter le plateau. Vous voyez, il y a une solidarité entre élèves, parce qu'à partir du moment où l'élève n'a pas d'auxiliaire de vie scolaire, avec lui, pour l'aider, il faut bien que la collectivité... C'est l'élève qui en fait la demande ou... Je pense que ça vient de vous, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un dans une classe d'être celui qui va s'occuper de l'élève handicapé. Donc c'est vrai, on essaie de construire avec vous des notions de solidarité, de citoyenneté, donc automatiquement il y a un relais, et c'est vrai que ça ne doit pas incomber à un seul élève. Pour moi, ça doit être vraiment une attitude de classe permettant, voilà, c'est ça aussi l'intégration, c'est vous quoi. Hein, c'est les élèves de la classe qui vont permettre que cette intégration se fait. L'intégration se fait d'abord dans la classe, elle se fait pendant les récréations, c'est-à-dire que l'handicapé ne soit pas seul, qu'il y ait toujours des... Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une contrainte, parce que il faut donc qu'il y ait un roulement, et qu'il y ait vraiment, je pense, une solidarité de classe par rapport à l'intégration de l'élève handicapé. Au niveau économique, est-ce que ça coûte cher au lycée, toutes les... Alors, au niveau économique, la mise en place de l'accessibilité, alors j'ai pas en tête les chiffres, mais la mise en place de l'accessibilité coûte cher, en effet. Bon, mais ce n'est pas le lycée qui le prend en charge, c'est notre propriétaire. Notre propriétaire, c'est le conseil régional. Donc, en fin de compte, qui c'est qui prend en charge tous ces travaux? Ce sont les citoyens qui paient des impôts locaux. D'accord. Donc c'est par les impôts. C'est par les impôts. Hein, c'est ce qu'on appelle la solidarité nationale, mais là, la solidarité nationale, c'est les impôts. Et les impôts qui sont utilisés pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour construire... Vous voulez, il y a tout ça. Ça sert à ça, l'impôt. Hein, quand on entend des choses, l'impôt sert à ça. Il sert, si vous voulez, à une redistribution pour prendre en compte toutes les différences des citoyens d'un pays. Voilà. Alors, il y a des priorités sur l'école, des priorités, je vous dis, ensuite sur les sports. Par exemple, là, on a fait des travaux à la piscine d'accessibilité pour un élève handicapé moteur. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à la piscine. Oui, l'ascenseur. Il y a l'ascenseur, mais il y a aussi un siège. Il y a un siège qui permet, à la limite, de faire aller un handicapé dans la piscine pour pouvoir nager. Ça, c'est des travaux d'accessibilité qui ont été faits dans la piscine. Dans toutes les piscines, maintenant, ça doit exister. Alors, c'est vrai que ça a un coût énorme. Mais ce coût est dans le cadre d'une solidarité nationale par l'impôt. Normalement, l'accessibilité doit être faite en 2015. Pour tous les établissements. Normalement, oui. Sauf que ça a un coût énorme, que nous sommes dans une crise extrêmement importante, et que c'est vrai que les collectivités demanderont peut-être quelquefois des aménagements, mais ça sera fait, parce que maintenant, c'est intégré dans les mœurs. C'est intégré. Hein. Auparavant, si vous voulez, il a fallu faire un gros travail, et c'est les associations d'handicapés qui ont fait ce gros travail pour faire comprendre aux différentes personnes que les handicapés avaient droit, comme les autres, à pouvoir mener une vie normale. C'est pour ça que vous avez maintenant, moi, à mon époque, il n'y avait pas d'ascenseur dans un cinéma. Maintenant, vous avez des ascenseurs dans les cinémas, pour cette raison-là, pour permettre à quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant de pouvoir aller au cinéma. Hein, vous avez tout cet aspect-là.